Merci beaucoup, monsieur Artus, pour cette conférence tout à fait brillante et qui un peu inquiétante quand même, hein, on va le dire. Bon On va prendre une petite demi-heure de questions. Un petit peu moins, enfin ça dépend de votre fatigue aussi, mais je vais vous demander des questions courtes et des réponses pas trop longues, si c'est possible. Alors, il y a une main qui s'est levée au fond, je reviens vers vous après. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation que vous avez réussi à rendre réjouissante. J'ai deux questions, une question sur les causes et une question sur la perspective. En ce qui concerne les causes, au fond, cette courbe-là alimente bien ma question. C'était encore plus clair sur la courbe que vous montriez sur l'évolution de la masse monétaire américaine, où on voit que les choses sont raisonnablement corrélées avec l'inflation jusqu'en 2008 et qu'en 2008, la masse monétaire est multipliée par 5 en l'espace de quelques mois. Donc ça pose clairement la question de l'impact de la crise des subprimes. Et ça pose donc la question de la responsabilité des banques centrales dans cette situation d'explosion de la masse monétaire. Est-ce que cette situation n'est pas subie par les banques centrales? Et donc, est-ce que ça ne pose pas la question aussi de la régulation des banques pas centrales? Ma deuxième question concerne les perspectives. Donc, on voit bien, vous nous dites tout ceci n'est pas raisonnable et en plus, c'est de plus en plus irréversible. Donc, la question, c'est quoi le scénario? On voit bien ce qui s'est passé en 1929. Je vous demande de faire un petit peu de prospective. Est-ce que vous pourriez nous décrire dans les différentes étapes le scénario de crash, voilà, où le jour où ça pète, comment ça se passe? Merci. Bon, je réponds vite parce que je ne voudrais pas qu'on soit trop long. Mais sur le premier point, vous avez raison. Il y a un débat sur le partage des responsabilités entre les banques et les banques centrales. C'est mon tout premier point tout au début, il y a une heure. Hein. C'est-à-dire, si les banques centrales avaient utilisé la technologie prudente qui consiste de façon préventive à empêcher que les taux d'endettement augmentent et en montant les taux d'intérêt préventivement, on n'aurait pas eu la crise des subprimes. Ou en tout cas, la crise des subprimes aurait été beaucoup moins violente. Donc bien sûr, les banques, après, se sont branchées sur la politique monétaire ultra-expansionniste. Mais quand vous permettez aux gens de s'endetter à 4% quand les prix de l'immobilier augmentent de 20%, c'est trop tentant, quoi. Donc il y a certainement une responsabilité de l'absence de réglementation des banques, de l'absence de fonds propres avant la crise sur certaines opérations de titrisation, du déguisement du véritable risque sur les ABS, enfin vous connaissez tout ça. Mais il y a quand même une profonde responsabilité des banques centrales qui ont mis des conditions monétaires qui permettaient que tout ça se produise. Si les conditions monétaires avaient été plus restrictives, les banques n'auraient pas gagné de l'argent en faisant des crédits immobiliers à des gens douteux, et elles ne les auraient pas fait, quoi. Donc je crois qu'il y a... Et voilà. Ce qui est bizarre, c'est qu'en 2009, il y a une énorme autocritique des banques centrales. Hein, et ils ont dit, voilà, on n'a pas été bons. Et nous avons maintenant deux piliers à notre politique. Un premier pilier qui est la stabilité des prix, ce qui, à nouveau, traduit aujourd'hui, veut dire qu'il faut faire monter l'inflation, ce qui est ce truc un peu bizarre. Mais enfin, et un deuxième pilier qui est la stabilité financière. Donc nous allons maintenant nous occuper autant de la stabilité financière que de la stabilité des prix. Parce que nous n'avons pas assez regardé l'endettement, les prix de l'immobilier, etc. avant la crise. Sauf qu'elles ne le font pas. À nouveau, elles ne le font pas. On ne peut pas dire que les banques centrales aujourd'hui, qui créent cette montagne de monnaie qui peut aller dans les émergents, puis en sortir, puis sur les actions, puis en sortir, puis sur les obligations, puis partout où elle veut, on ne peut pas du tout dire que les banques centrales aujourd'hui s'occupent de la stabilité financière. Elles ne s'en occupent absolument pas. Donc l'autocritique n'a pas du tout provoqué un changement de la vraie attitude des banques centrales. Mais bien sûr, vous avez raison. Alors c'est la transition à la réponse au second bout de votre question. La crise du futur, il est extrêmement improbable que ce soit une crise des banques. Puisque la réponse à la crise de 2009, c'était une surréglementation des banques. Quand les banques doivent avoir une prise de risque plus faible, des fonds propres plus élevés, des réserves de liquidité plus faibles, des bilans plus petits, etc., et des ressources à peu près à la maturité de leurs emplois, leur capacité à prendre du risque est extraordinairement réduite. Hein. Et donc on sait que la seule chose qu'on sait à peu près, c'est que la prochaine crise financière ne sera pas une crise bancaire. Moi, je crois fondamentalement que la prochaine crise financière, ça sera une crise des investisseurs. Hein, c'est toujours mon scénario. C'est pour une raison quelconque, les banques centrales sont obligées de laisser remonter les taux d'intérêt. Si l'inflation revient, les banques centrales n'auront aucun état d'âme. Elles remonteront les taux d'intérêt, remonter des taux d'intérêt obligataires, vente panique d'obligations et faillite d'un certain nombre de grands investisseurs détenteurs d'obligations. Mais cette fois-ci, ce ne seront pas les banques. Les banques sont obligées à la prudence par la réglementation, mais ce qu'on appelle les non-banques, hein, dans le jargon, pas. Donc
Donc le scénario le plus probable, c'est un scénario de crise financière des non-banques déclenché par une situation où les banques centrales ne peuvent plus maintenir les taux d'intérêt à un niveau très bas. Alors personne ne sait quand. Ça peut être dans 10 ans à nouveau. Aujourd'hui, vous ne voyez pas l'inflation revenir aussi facilement que ça. Alors on peut imaginer, j'en parlais avant, des scénarios géopolitiques, bien sûr, on peut toujours imaginer un scénario géopolitique, mais l'économie elle-même a du mal à ramener de l'inflation. Mais ça peut être la politique. De nouveau, je parlais du salaire minimum aux États-Unis. C'est pas l'économie, c'est un choix politique de monter très fortement les bas salaires. Si ce choix est fait, il y aura de l'inflation et vous allez avoir un risque aux États-Unis que l'inflation fasse remonter les taux et que ça déclenche une crise chez les détenteurs d'obligations, mais ce ne sera pas une crise bancaire. Donc voilà. Donc le scénario catastrophe aujourd'hui, c'est vraiment un scénario d'inflation non anticipée qui force la remontée des taux d'intérêt. C'est ça le pire qui puisse arriver. Est-ce qu'une motivation qui serait vertueuse de la BCE, c'est d'éviter une spirale déflationniste, par exemple à cause de la révolution numérique ou... Oui, mais à nouveau, je ne suis pas d'accord avec ça, avec cette remarque. La déflation, c'est une situation où la chute de la demande fait baisser les prix. Donc si la demande s'effondre et que vous avez moins 2 d'inflation, c'est parfaitement légitime de créer de la monnaie. Personne ne critique les banques centrales pour ce qu'elles ont fait en 2009. Mais aujourd'hui, la baisse de l'inflation, ce n'est pas la chute de la demande. Regardez aux États-Unis, il n'y a pas d'inflation et on est au plein emploi. La chute de l'inflation, c'est le numérique, les marchés du travail plus flexibles, etc., la concurrence plus forte. Et là, alors en jargon d'économiste, vous avez une inflation faible qui ne vient pas d'un choc négatif de demande, mais qui vient d'un choc positif d'offre. Et si l'inflation faible vient d'un choc positif d'offre, par exemple numérique, des gains de productivité liés au numérique, vous n'avez aucune raison de refuser cette inflation faible. Ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir une inflation faible parce que la demande s'effondre, que d'avoir une inflation faible parce qu'on fait du progrès technique et qu'on est plus efficient, quoi. Et donc il faut absolument distinguer les causes de l'inflation faible et ne réagir qu'aux inflations faibles qui viennent de la chute de la demande. Distinction que explicitement la BCE refuse de faire, en disant l'inflation c'est l'inflation quelle que soit sa cause. Vous pouvez poser la même question sur le pétrole. Est-ce qu'il faut réagir à de l'inflation ou à de la désinflation liée au mouvement du prix du pétrole? Bon, la BCE, elle ne peut rien au mouvement du prix du pétrole. Donc, puis ça n'a rien à voir avec les conditions monétaires européennes, quoi, je veux dire. Donc il faudrait limiter les politiques monétaires aux réactions, aux mouvements anormaux de l'inflation qui viennent de mouvements anormaux de la demande. Parce que là, effectivement, il faut lutter à la fois contre l'inflation et contre la déflation. Si, à nouveau, si tout le monde devient plus efficace grâce au numérique, on baisse tous nos prix pour nos clients, pourquoi vous voulez l'empêcher, quoi? Il n'y a aucune raison qu'on veuille l'empêcher. Donc il faut regarder d'où viennent les chocs d'inflation. Qu'est-ce qui fondamentalement les provoque? Avec des taux d'intérêt négatifs, l'or ou l'argent rapportent. Oui. Donc s'endetter à 10 ans pour stocker de l'or ou de l'argent, est-ce que ça risque pas aussi de... Oui, mais je vois bien votre question. En général, c'est des questions qu'on n'a qu'en Suisse, c'est bizarre. Oui, mais il y a mieux que l'or ou l'argent, ça s'appelle les billets de banque. Alors, je vais peut-être dire un mot des taux d'intérêt négatifs, parce que ça a excité quand même aussi un débat. Donc, effectivement, on a des taux d'intérêt négatifs. Et dans certains pays, même des taux d'intérêt à 10 ans sont négatifs. En Suisse, au Danemark, en Suède, au Japon. Donc les États s'endettent à 10 ans à des taux d'intérêt négatifs. En réalité, ça ne pose aucun problème. Le seul problème que ça pose, c'est qu'il existe des formes d'actifs financiers qui rapportent structurellement zéro. Et donc, c'est le seul obstacle. Donc en fait, vous avez peut-être vu, il y avait un article assez sympa dans Le Monde, je crois, il y a 2 jours, qui disait ça. Il n'y a qu'à supprimer la monnaie, quoi. S'il n'y avait pas de monnaie qui rapporte zéro, il pourrait y avoir des taux d'intérêt négatifs. S'il n'y a que de la monnaie électronique, si vous payez tout avec votre téléphone portable, vous pourriez avoir des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire ce que vous avez sur votre compte en banque, tous les jours, ça serait un peu moins. Donc il n'y a pas de problème vraiment avec les taux d'intérêt négatifs. Et juste le risque, alors le pire, c'est pas l'or. Le pire, c'est qu'effectivement, les individus, quand les taux d'intérêt sont très négatifs, mettent leur épargne en billets. Il y a même un calcul génial qui a été fait par la Bundesbank, c'est la banque centrale allemande, qui est
quel est le taux d'intérêt négatif le plus important qu'on peut avoir, c'est-à-dire qui est compatible avec le fait que les gens ne mettent pas tout leur pognon en billets. Quel est le coût des billets? C'est le coût de location d'un coffre-fort. Donc, si vous gardez les billets de 500 €, en fait, vous avez le droit d'aller jusqu'à moins 40 points de base. Parce que si vous achetez un loué ou vous achetez un coffre-fort, ça va vous coûter moins 40 points de base. Et si vous enlevez les billets de 500 €, donc forcément ça devient plus gros, hein, et là, vous n'avez pas le droit d'aller en dessous de moins 20. Mais vous voyez, si vous n'aviez pas de billets, et si les dépôts des banques n'étaient pas rémunérés à zéro, vous pourriez très bien avoir des taux d'intérêt négatifs. Le vrai sujet, ce n'est pas les taux d'intérêt négatifs. C'est ce que j'ai montré aussi tout à l'heure. C'est les taux d'intérêt plus bas que les taux de croissance. Parce que ça sème un bazar terrible. Par exemple, calculer, c'est le truc que nous, on appelle dans notre jargon le DCF. Donc prenez une action de votre entreprise préférée, vous allez calculer la somme actualisée de ses dividendes futurs. Sauf que les dividendes, ils croissent à un taux qui est plus rapide que le taux d'intérêt auquel vous actualisez. Donc la valeur de cette action, c'est plus l'infini. Hein. Et donc le problème... Alors après, bien entendu, on bricole, donc on va dire, on va rajouter une prime de risque pour faire semblant que je sais faire le calcul. Mais en réalité, vous ne savez plus faire le calcul. Donc ce qui est horrible, c'est des taux d'intérêt inférieurs au taux de croissance, parce que ça détruit le calcul actuariel. Hein. Vous ne savez plus calculer la valeur d'un actif à long terme, puisque vous actualisez un taux d'intérêt inférieur à la croissance des revenus, donc tout vaut plus l'infini. Et je crois que ça, c'est horrible. Par contre, les taux négatifs, ça serait très bien. Il n'y a qu'à faire comme en Finlande. Je veux dire, payez votre café du matin avec votre téléphone portable, et il n'y a plus de problème avec les taux négatifs. C'est encore 2 questions. Oui, merci. Est-ce que, à travers votre exposé, la question qui se pose, n'est pas tout simplement de fermer la banque centrale, qu'elle soit européenne, américaine ou japonaise? Est-ce qu'on peut s'en passer parce que ce qui a existé donc à d'autres époques. Quel est votre avis? C'est assez amusant parce que j'ai fait un exposé, une version peut-être un tout petit peu plus universitaire de cet exposé à Sciences Po, et j'ai été violemment attaqué par les nouveaux libéraux qui m'ont dit quand même ton truc c'est sympa, mais quand même c'est pas ça le sujet. Tu proposes que les banques centrales aient d'autres objectifs plus intelligents que l'inflation, par exemple contrôler la quantité de monnaie ou stabiliser les prix des actifs. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut supprimer les banques centrales et il faut avoir uniquement des monnaies privées. Donc c'est ça que vous avez à l'esprit. Hein. Donc c'est un système qui existait, ça s'appelle Scottish Banking dans la littérature, où il n'y a pas de banque centrale. Hein. Ce sont des banques et la seule forme de monnaie, c'est les dépôts dans les banques. Et en plus, donc ce sont des monnaies privées. Il n'y a pas de monnaie publique. Et en plus, les banques sont en concurrence pour la collecte des dépôts. Donc il y a plusieurs formes de monnaie privée en concurrence. Donc vous choisissez votre banque ou celle à laquelle vous allez confier vos économies. Des gens comme Gaspard Koenig, vous connaissez, les papes du retour du libéralisme, sont très favorables à ça et disent et en plus, il ne faut pas réguler les banques. Il faut que les banques fassent ce qu'elles veulent. Donc les individus déposent leur argent dans les banques font absolument ce qu'elles veulent. Et ceux qui n'ont pas assez surveillé leur banque perdent leur argent parce que leur banque fait faillite. Et donc il faut que les individus soient responsables et surveillent la banque, etc. On peut faire la même chose sur les yaourts. Je peux vous le faire en disant on ne met pas de régulation agroalimentaire, donc vous bouffez un truc de chez Danone, c'est plein de listeria, vous êtes mort et la prochaine fois vous en prendrez un autre. Alors le problème, c'est que c'est totalement irréaliste. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle en économie l'asymétrie d'information, et vous n'êtes pas capable, vous, comme déposant, de connaître les risques que prennent votre banquier. À part imaginer que vous allez demander à votre banquier le listing de ses crédits à la ligne pour regarder ce qu'il a fait, ça va être assez dur de savoir quel est le niveau de risque pris par la banque. Donc on a en général considéré que cette asymétrie d'information était trop importante pour que les gens puissent surveiller eux-mêmes leurs banquiers, et donc on a confié aux régulateurs le soin de surveiller les banquiers. Et on a fait en sorte que les monnaies soient sans risque, d'une part en créant une monnaie publique, qui est les billets de banque, et d'autre part en créant l'assurance des dépôts, qui fait que vous ne pouvez pas perdre vos dépôts dans une banque. Et donc vous êtes normalement dispensé, vous, de surveiller la solidité de votre banquier, puisque le régulateur le fait pour vous. Mais je suis d'accord que c'est sympa comme question. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en Suisse, vous avez en ce moment une votation qui risque de passer, qui est exactement l'inverse. Puisque cette votation en Suisse, c'est une votation qui s'appelle tout-monnaie, où la seule forme de monnaie, au contraire, c'est la monnaie de la banque centrale. Les banques ont des taux de réserve obligatoires de 100%. Donc elles doivent déposer la totalité de leurs dépôts à la banque centrale.
Et les individus ne détiennent que la monnaie de banque centrale. Donc il n'y a plus que de la monnaie publique. Et ça, c'est très fortement... Ce qui est assez amusant, c'est que alors là, c'est fortement soutenu par la gauche en Suisse, qui dit que, comme les banquiers font n'importe quoi, il faut les protéger, les individus, contre les banquiers. Et donc il faut que la seule institution qui ait le droit de créer de la monnaie soit la Banque centrale et puis les banques privées. Donc vous avez des propositions d'un côté où en fait on supprime les monnaies privées et puis vous avez les nouveaux libéraux qui suppriment la monnaie publique et la Banque centrale. Honnêtement, moi je suis un peu d'école Tyrol, donc je pense que l'asymétrie d'information c'est quand même un truc très violent. Et que croire que les individus sont suffisamment grands pour être capables de surveiller eux-mêmes des gens, des intermédiaires, que ce soit dans la banque ou dans n'importe quoi, dans un monde où il y a d'incroyables asymétries d'information et en plus ces intermédiaires sont incités à mentir, faut quand même être très 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 idéaliste, il me semble. Donc je crois quand même à la régulation des banques parce que je crois que les asymétries d'information sont tellement violentes dans le domaine bancaire qu'on n'arrivera pas à les faire disparaître. Mais votre question est remarquable parce que c'est vraiment un vrai débat, Je me suis fait engueuler à Sciences Po. Il m'a dit j'étais quand même qu'un gauchiste. Il faut supprimer, moi, toutes ces institutions publiques, les régulateurs, les ratios, machin, les trucs. Les banques en font qu'à leur tête et si les gens perdent leur pognon, tant pis pour eux, Ah non, après en Suisse, il y a plein de bizarreries parce qu'il y a plein de petites villes qui ont émis des monnaies locales, etc. Mais c'est tout petit, C'est des bitcoins locaux, Oui, alors justement, ma question, c'était les bitcoins. Et donc, que ça apporte une solution à quoi? C'est en plus, c'est n'importe quoi? Ça remplace quoi? C'est une gigantesque escroquerie. C'est une gigantesque escroquerie doublée d'un projet totalitaire. Donc c'est quand même un truc assez sympa. L'escroquerie, c'est que quand vous émettez une monnaie dont la quantité est exogène, et on en a fait l'expérience avec les vraies monnaies dans les années 70-80, le prix de cette monnaie varie de façon hallucinante. Et donc le bitcoin a forcément des variations de ses prix totalement incontrôlables qui simplement permettent de spéculer. Et le projet totalitaire, c'est le blockchain, où vous croyez que vous êtes capable d'avoir un système informatique où vous enregistrez toutes les transactions bilatérales sans intermédiaire. C'est un projet à la George Orwell, Il y a un ordinateur, il y a une bande d'ordinateurs où il y a toutes les transactions en bilatéral, et donc vous supprimez le besoin des intermédiaires entre les individus qui transactent de façon bilatérale. C'est complètement n'importe quoi, c'est un projet absolument délirant. Google à côté, c'est rien. C'est très étonnant. Donc, non, le bitcoin, pour moi, c'est vraiment... Moi, je suis pour l'interdiction absolue du bitcoin. Je pense que c'est juste de la spéculation, qu'on n'a pas le droit d'émettre des monnaies parallèles. C'est quelque chose que je... Et en plus, alors après, vous avez autre chose que le bitcoin, vous avez les monnaies locales, on en parle à l'instant. Donc des trucs dont vous avez le droit de vous servir que localement. Et là aussi, il faut absolument l'interdire. Parce que l'intérêt d'une monnaie, c'est comme les réseaux téléphoniques. L'intérêt d'une monnaie, c'est qu'il y a plein de gens qui se servent de la même. Si vous êtes abonné à un opérateur de téléphone, mais vous êtes le seul abonné, ça ne va pas être très utile. Et donc, c'est la même chose pour les monnaies locales. Donc, vous avez le droit d'acheter, mais juste chez ce charcutier-là. Parce que l'autre, il n'est pas dans le même patelin, donc ce n'est pas la même monnaie. Donc, vous vous rendez compte, c'est d'une inefficacité absolue. Donc, il faut interdire tous ces trucs-là, et il faut utiliser un machin pas mal qui s'appelle l'euro. Merci beaucoup.